Bonjour, Simon Jocasse avec les 400 coups. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été à lire des nouveautés ou encore à lire des classiques. Je vous propose toutes sortes de nouvelles choses pour l'automne. Je laisse l'équipe vous présenter tout ça. Bonne lecture. Tout le monde adore Victor, mais Victor a un tout petit problème. Sa myopie l'amène parfois à se mettre les pieds dans les plats et à déranger ses compatriotes. Bien que les autres animaux de la savane l'adorent, ils en ont un peu assez de subir les contre-coups de son problème de vue. Peut-être que s'il lui offrait une paire de lunettes, l'ordre et le calme reviendraient dans leur vie quotidienne. Mais une fois les lunettes sur son nez, est-ce que tout sera véritablement réglé? Réa Dufresne et Thierry Manès nous livrent un tout carton tout en humour, mettant en scène un éléphant gaffeur malgré lui. Le problème de Victor nous montre tout ce qui peut arriver lorsqu'on l'on voit flou, et il nous raconte, à travers les mésaventures de cet éléphant, une fable amusante sur l'importance d'y voir clair. Gertrude est une girafe fort sympathique. Son sourire est éclatant et ses oreilles mignonnes à souhait. Mais Gertrude a un problème de taille. Un vrai problème de taille. Plutôt que de mesurer plus de 4 mètres comme toutes les autres girafes du monde, Gertrude en fait à peine 3. Tout ça parce qu'elle n'a pas de cou, ou plutôt un tout petit cou. Ce qui peut parfois être un brin embêtant. Avec La girafe pas de cou, Carole Tremblay revient aux 400 coups avec un album à mi-chemin entre la comédie de situation et le documentaire. À travers le récit de Gertrude, l'autrice nous glisse plusieurs informations à propos des girafes. Le tout est illustré avec grâce et humour par Marie Boiseau, qui signe ici son premier album pour la jeunesse. Quand on a découvert l'album Impossible de Katharina Sobral, toute l'équipe des 400 coups est tombée sous le charme. C'est un album documentaire qui s'adresse aux plus jeunes et qui traite du thème du Big Bang. On est donc dans la vulgarisation scientifique, mais à travers un récit narratif. Ce qui est intéressant, c'est que Katharina Sobral donne toujours des exemples concrets pour les enfants pour illustrer des concepts scientifiques. En plus, ses illustrations sont hyper colorées puis vraiment amusantes. Et les plus vieux, ils vont trouver leur compte aussi parce qu'à la fin, il y a un index qui donne plein d'informations et on apprend vraiment beaucoup de choses, je vous le garantis. Thomas Petit a toujours une faim de loup. Il mange n'importe quoi, de la viande, des fruits, des légumes, du pain, du fromage et du chocolat. Tout fait le bonheur de son estomac. Quand il s'attaque à un poisson, il peut avaler la tête, la queue et les arêtes sans s'étouffer. À l'école, il faut le surveiller. Il grignote les gommes à effacer, les cahiers ou les crayons à colorier. Et plus il mange, plus Thomas Petit devient grand et imposant. Un jour, dans l'autobus, il avale d'une seule bouchée un petit monsieur portant un chapeau melon. Quelques mots de vente et quelques jours plus tard, il découvre une petite fenêtre sur son ventre. L'homme qui l'a avalé a décidé d'y construire un théâtre pour y interpréter ses pièces. Thomas Petit devient un théâtre ambulant. Donc, c'est une toute nouvelle édition avec de nouvelles illustrations pour Thomas Petit, un album écrit par Raymond Plante, un pionnier de la littérature pour la jeunesse, un album fantaisiste débordant d'humour et de moments absurdes, une réflexion sur la surconsommation et la création, une histoire d'amitié improbable. Audrey Malo illustre avec toute la folie et la sensibilité qu'on lui connaît cette variation théâtrale et, à plus petite échelle, disons, de King Kong. Un album unique qui non seulement divertira, mais suscitera curiosité et réflexion. Des lunettes pour voir. Alors, Charlie a enfin compris que pour attirer l'attention de la belle Inès, c'est des lunettes qu'il lui faut. Parce que c'est bien connu, qui dépose des binocles sur son nez est instantanément remarqué. S'ensuit alors une recherche effrénée pour les lunettes idéales. C'est pas le choix qui manque. Les lunettes roses, les 3D, les lunettes de soleil, les rayons X. Charlie a tout essayé. Quelques jours plus tard, c'est chose faite. Avec ses lunettes, débordant d'enthousiasme, il galope jusqu'à l'école pour enfin, voir ce qu'il n'avait jamais vu. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. On aime ce livre pour les superbes illustrations de Guridi, qui sont à la fois tendres et rigolotes, et surtout pour la fin surprenante, punchée, qui nous oblige à chausser nos lunettes et à revenir en arrière pour voir ce qu'on avait manqué.
Est-ce que vous vous rappelez de Branchez-vous et autres poèmes biscornus de François Gravel et de Laurent Pinabel? Eh bien, ce super duo qu'on adore nous sort un deuxième recueil, cette fois-ci sur le thème des animaux, intitulé La langue au chat et autres poèmes pas bêtes. François Gravel va s'amuser avec toutes sortes d'animaux. Le chat, le chien, l'hippopotame, le tatou, le hibou et même les sirènes. On va aussi retrouver le capitaine Haddock et Charlie Chaplin. C'est bizarre, c'est pas des animaux, mais je vous promets qu'il y a un lien à faire. Laurent Pinabel, lui, il va réussir à conceptualiser chacun des poèmes de François Gravel et même d'y ajouter des sens nouveaux. C'est vraiment un recueil de poésie qui donne aucun complexe, mais beaucoup de fou rire. Après Pas de vacances pour les pirates et Pas de princesse pour les pirates, Sven le Terrible nous revient cet automne dans Pas de chevalier pour les pirates, une troisième aventure encore plus grandiose que les deux précédentes. Il faut dire que Sven ne peut plus supporter Anémone. Depuis qu'elle a décidé de ne plus être princesse et de donner dans la piraterie, Sven n'a plus le même leadership sur son navire. Les membres de son équipage commencent tranquillement à répondre un peu plus aux demandes de l'ex-princesse qu'à ses propres demandes à lui. Mais Sven a de la chance, puisqu'une flotte de navires remplis de chevaliers approche pour tenter de récupérer la princesse pour la ramener à son père, le roi. Mais tout ce beau monde ignore dans quoi ils viennent de s'embarquer. Ce serait mal connaître Anémone que de croire qu'elle abandonnera la piraterie si vite. Alors, donc, dans ce troisième épisode, Réa Dufresne et Orby nous livrent la plus épique des aventures de leur populaire pirate, une histoire de 40 pages à mi-chemin entre l'album traditionnel et la bande dessinée, remplie de rebondissements et d'affrontements, où pirates et chevaliers croisent le fer, un album parfait pour initier les jeunes lectrices et lecteurs au récit d'aventure. Le livre Créature porte très bien son nom parce que c'est une créature en soi. Dans cet album-là, il n'y a pas de récit classique, linéaire, tel qu'on le connaît, mais il y a surtout une galerie de personnages inquiétants, surprenants, intrigants aussi. Et quand vous allez arriver à la dernière page de toute cette belle galerie de personnages, vous allez vous demander, mais de quelle créature il était question en fait? Parce que c'est là tout le génie de l'auteur, c'est d'avoir su créer pour chaque page des illustrations où se côtoient l'innocence et le danger, et surtout où tout peut se lire à double sens. Alors pourquoi on l'aime cet album-là? Ben exactement pour ça, pour le tour de force de l'auteur d'avoir pu créer des illustrations qui sont à la fois naïves et troublantes, et pour l'extraordinaire sentiment, atmosphère d'étrangeté qui s'en dégage. Alors à découvrir à l'Halloween ou n'importe quel autre jour de l'année. Et puis, vous avez aimé? En tout cas, nous, on est vraiment fiers et heureux de pouvoir vous les proposer à vous, à vos clients, aux écoles, aux bibliothèques. Bon automne et puis au plaisir de se retrouver bientôt. Au revoir. Bonjour les libraires, ici Jean-François Poupard des éditions Poète de Brousse. Nous sommes dans un parc, ça nous change de notre hôtel habituel. Je suis ici pour vous présenter les nouveautés éditions Poète de Brousse, automne 2020. Bonjour chers libraires, je me présente, Marie-Hélène Gay. C'est mon premier récit chez Poète de Brousse. Au préalable, j'ai publié un recueil de poésie qui s'appelle Castagnette chez Delbusso à la fin de l'année 2018. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter Les Entailles. Les Entailles, c'était un livre qui était nécessaire pour moi d'écrire. C'est un récit qui dénonce les différents systèmes qui nous régissent, les systèmes qu'on a à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, les systèmes gouvernementaux. C'est un livre très politique et senti. Et c'est ça. Je vais vous en lire un extrait. Cela débute très probablement par les pieds, car ils font très mal, comme traversés par des éclairs. Non, par des clous que l'on enfonce sous le talon à petits coups secs. Millimètre par millimètre, chacun des impacts se ressent jusqu'au mollet. Parfois, il semble que la peau est tirée vers l'intérieur, qu'on sarcle la couche cornée jusqu'à l'épineuse.
L'estomac se tord comme un linge sec et craquant. Il y a certainement une coupure à l'intérieur, mais on ne peut s'y rendre pour vérifier. Et c'est cela qui est pénible. La sentir, l'entendre bourdonner, la sentir pulser sous l'index, dans les tempes. Les os gonflent et se raidissent comme du bois qui travaille. L'existence est dure et les mouvements sont sournois. Impossible de voir, constater ni valider, je ne peux qu'imaginer la forme de cette incision, sa dimension, l'espace qu'elle occupe. Je me demande si l'on perçoit lors de mes déplacements, ceux qui tiennent du désespoir, des achats que l'on doit faire, de la gorge sèche et des amis qu'il nous faut visiter avant qu'ils nous oublient. Je me demande si l'on perçoit le troupeau de fissures qui charge en moi. Lors de mes nuits les plus noires, je gratte au sang pour essayer de trouver l'origine du manque. J'aimerais pouvoir m'arracher, mais le corps est plastique et il me faudrait cette force que d'autres possèdent pour le défaire en morceaux. Il faudrait que je consomme ces drogues dangereuses, que la furie naisse d'une source extérieure, qu'elle se déploie sous la forme d'une aiguille que l'on insère, d'un bras que l'on coupe pour préserver ce qui reste de la masse. La maladie n'est pas qu'en toi. Bonjour les libraires, j'espère que vous allez bien en ce temps spécial. Mon nom est François Guérette, auteur des éditions Poète de Brousse. J'ai le plaisir, j'ai la surprise de vous présenter en cette rentrée automne 2020 une réédition de mes 2 premiers livres parus en 2009 et en 2010. Ils s'intitulaient « Les oiseaux parlent au passé » et « Panique chez les parlants ». C'est une surprise pour moi de proposer ça, de donner ça à lire aujourd'hui. Je me demande moi-même pourquoi peut-être relire en 2020, plusieurs années plus tard, ces textes écrits par un jeune qui était visiblement troublé dans ces années-là. J'espère que peut-être vous trouverez là-dedans des nourritures artistiques et intellectuelles, des nourritures célestes qui vous satisferont. Au moins, le livre vaut la peine d'être consulté, d'être lu pour au moins la préface généreuse de Louise Dupré et aussi l'illustration en première de couverture de la peintre Stéphanie Béliveau qui a bien voulu illustrer cette réédition, ce diptyque intitulé « Sous mon costume de vivant » dont je vais vous lire un très court extrait tiré de mon premier livre, « Les oiseaux parlent au passé », paru en 2009 chez Poète de Brousse. Rêver m'éclaire à la hache, aussitôt que vivre devient vrai. Je traverse le soleil à la marche, amoureusement laid. Je rampe vieille prière et toujours l'éternel regard de plaie sous la chaux qu'ont les fous en mal d'espace. Je crains d'être gravement moi-même, offert en pâture aux maniaques, les yeux comme des maisons dévalisées. Je prends la fuite par les cornes. Mes minutes n'atteignent plus les 60 secondes. Cavalier ordinaire revendu n'importe où, je m'épluche pelure de lune. Dans le décorum d'une mort devinée, je deviens loup sous la balle du chasseur. Les battements de mon cœur me crissent une volée au vitriol, mille esquisses d'échymose. Je dois me rendre à l'évidence ou à l'hôpital, peu importe. Bonjour les libraires, j'espère que vous allez bien, surtout en cette rentrée un petit peu particulière. Merci de défendre nos livres malgré les circonstances. Émilie Turmel, donc je vous parle depuis Moncton au Nouveau-Brunswick où j'habite et je voulais vous présenter aujourd'hui mon nouveau livre qui sort en septembre, Vanité. Je sais pas si vous vous rappelez du premier, donc mon tout premier livre de poésie qui s'intitulait Casse-gueule. La couverture avait aussi été réalisée par Virginie Mercure. Puis, je sais pas si vous remarquez, mais l'espèce d'hexagone, en fait, ce que j'aime avec la nouvelle couverture, qui est aussi de Virginie Mercure, c'est qu'on dirait qu'on est entré
on est passé de l'autre côté du miroir, ou en tout cas de l'autre côté de la couverture de casse-gueule, puis on voit l'hexagone se profiler un petit peu là, en gris, comme si on était encore plus dans les profondeurs. Je considère un peu en fait Vanité comme une œuvre gigogne de casse-gueule, donc je poursuis le même projet si on veut, mais en approfondissant, puis en entrant un petit peu plus dans l'intime avec celui-là, parce que entre autres je m'adresse à ma mère, mais je pense que je m'adresse à mes mères, donc au modèle féminins qui m'ont construite pour le meilleur et pour le pire. Je pense que la meilleure manière de vous le présenter vraiment, c'est de vous lire un extrait. Alors, ça va comme suit. Tes blessures dorment dans mon sang, comme une portée de chiots noyés avant l'hiver. Les nommer serait inutile, alors tu pries pour la rivière. Tu pries, dents serrées, retiens ta rage entre froid et fatigue. L'intérieur de tes joues mordues d'ulcères, de trop d'excuses, trop de défaites. Tu pries à faire chienne ta soif. Tu coules sous nos langues l'or impur des joncs, sculpte nos têtes et le trou dedans. Un nid d'hydre perverse donne vie à la glaise de nos églises. Tu me lègues une joie de fortune, la ouate où mes cauchemars pondent leurs œufs. L'usure, des mots maison et mariage. Tu m'apprends à dessiner des soleils et des cœurs aux formes impossibles. Les traits du père convergent en un point précis, un nœud de nerfs où naît le premier battement nommé amour. Rien de plus difficile que le dénouement, tu le sais, à la corde liant ton ventre au mien, à celle que tu ne passes pas à ton cou, quand trait à trait s'estompent les serments d'écorce. À bout d'encre et d'électricité, tu prends la mesure de la catastrophe. Nous avons tous les âges de l'abandon et l'art infus du sabotage. C'est ainsi trahir, toujours intime. Allô les libraires! J'espère que vous allez bien malgré les circonstances étranges dans lesquelles on vit depuis les derniers mois. Je m'appelle Myriam Vincent, je suis éditrice chez Poète de Brousse et également nouvellement autrice, puisque je suis ici pour vous parler de mon premier roman Furie qui va sortir à la fin septembre. Donc dans Furie, on suit Marilyn, une jeune femme dans la vingtaine qui est tueuse à gages. En fait, elle prend seulement des contrats qui lui permettent d'éliminer des criminels sexuels. Elle s'est lancée dans cette carrière pour venger sa meilleure amie, Julie, qui s'est fait violer par deux de leurs amis et qui n'a jamais réussi à obtenir justice grâce au système de justice traditionnel, comme c'est le cas, on le sait, de beaucoup de victimes de crimes sexuels. Donc Marilyn va sortir dans cette carrière-là pour venger toutes ces victimes qui ne pourraient pas obtenir justice autrement. C'est donc aussi un roman qui va parler beaucoup de la figure de justicier telle qu'on la voit dans les comic books, par exemple de Marvel ou de DC Comics. Donc cette figure, ce personnage qui prend la justice entre ses mains et qui donc se retrouve avec des dilemmes moraux importants et qui doit aussi garder une apparence normale pour tromper les gens autour de lui et s'assurer qu'il ne découvre pas en fait qu'il agit dans l'illégalité. Donc Marilyn va être tueuse à gages de nuit, mais elle va être étudiante de jour. C'est aussi enfin un roman qui va parler beaucoup d'amitié féminine, d'amitié profonde, exaltante, infiniment importante, et qui va poser la question jusqu'où on serait prêt à aller, nous, pour défendre ou protéger une de nos amies. Donc voilà, pour vous donner le goût de le lire encore plus, je vais vous lire un petit extrait. Je pense que je suis une bonne personne. Pour de vrai, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui serait d'accord avec moi, mais si on fait des comptes, je pense que je tombe dans le positif. Je composte, j'aide les vieilles personnes à gravir les escaliers dans le métro, je donne des œuvres de charité régulièrement, j'insulte pas les gens sur Internet et je ne milite pas seulement pour les causes sociales qui me touchent directement. Puis je tue juste des criminels. Je tue des gens qui font du mal à plein d'autres gens, mais qui s'en sortent toujours à cause de leur statut, de leur argent, de leur pouvoir. Des gens qui produiraient plus de victimes si je les mettais pas hors d'état de nuire. Oui, on pourrait dire en fait que je sauve de futures victimes en tuant leur vie. Je suis une bonne personne. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde, je me présente rapidement. Moi, c'est Julien. Je suis responsable éditorial aux éditions Somme Toute et c'est moi qui est en charge de vous présenter aujourd'hui les nouvelles parutions qui vont paraître au mois d'août
et de septembre aux éditions Somme Toute. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter les titres qui vont plutôt paraître au mois d'octobre et de novembre. Donc aujourd'hui, je vous présente 4 titres et ensuite, il y a une petite vidéo qui va suivre qui va vous présenter un 5e titre qui est XPQ, Traversée du cinéma expérimental québécois. Donc je vais faire assez vite, j'ai 6 minutes pour vous présenter ces 4 titres-là. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier titre que je vous présente aujourd'hui, c'est Avant de perdre la mémoire de Micheline Savoie. Avant de perdre la mémoire, c'est le résultat d'une promesse. En fait, Micheline Savoie avait promis à sa fille qu'un jour, elle allait écrire le récit de sa vie, qu'elle allait écrire son autobiographie et qu'elle allait lui offrir. Donc ce livre-là, à la base, c'est vraiment pas destiné au marché commercial, c'était plutôt un cadeau pour sa fille, mais le livre est tombé entre les mains d'un directeur littéraire qui a convaincu Micheline Savoie de le publier. Pour écrire ce livre-là, Micheline Savoie s'est vraiment servi de toutes les archives qu'elle accumule sur sa vie depuis qu'elle est enfant. En fait, Micheline Savoie a vraiment tout conservé, elle a conservé tous les documents qui la concernent ou qu'elle a écrit. Donc, elle a gardé ses journaux intimes, elle a conservé les agendas de boulot, ses agendas de boulot, elle a conservé ses listes de tâches, les discours qu'elle a prononcés, etc. Donc, ce livre-là, on pourrait le séparer en 2 parties. Donc, c'est moi qui fais cette division-là pour mieux vous l'expliquer. Donc, la première partie, ça concerne vraiment le cheminement professionnel de Micheline Savoie. Micheline Savoie a travaillé dans beaucoup d'institutions québécoises assez importantes, comme Radio-Canada, l'ONF, la Ville de Montréal, le Conseil consultatif de la situation de la femme. Donc, Micheline Savoie était directrice de communication dans ces institutions-là. Donc, c'est vraiment intéressant parce que souvent, les autobiographies qu'il y a sur le marché, c'est des autobiographies qui ont été écrites par des artistes, par des écrivaines, par des politiciennes. Une directrice des communications qui écrit le récit de sa vie, c'est plutôt inédit. Donc, on va vraiment suivre le parcours professionnel de Micheline Savoie. Micheline Savoie, ça a vraiment été une battante qui se levait à 6 heures du matin pour travailler jusque tard le soir et qui voulait vraiment en fait défendre ces institutions-là. Micheline Savoie, c'est également une personne qui s'est beaucoup battue pour le droit des femmes et des minorités dans le cadre de ses fonctions, notamment au Conseil consultatif canadien de la situation de la femme. Donc ça, c'est la première partie du livre. Il y a une seconde partie qui concerne vraiment plus l'intimité de Micheline. Donc on va découvrir les moments de joie dans sa vie. Micheline Savoie, c'est une Acadienne, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, donc elle a vécu une vie de famille assez heureuse, mais elle a vécu également quelques drames. En fait, elle a subi un viol, sa fille a souffert d'anorexie, sa fille a eu un cancer. Donc, on voit autant les moments de joie de sa vie que ces drames-là qu'elle a vécu. Donc, Avant de perdre la mémoire va être en librairie le 18 août. J'enchaîne tout de suite avec le second livre qui est Pornodyssée, une saison dans l'industrie pornographique québécoise, et il a une préface de Mélodie Nelson. Donc, pour écrire ce livre-là, Jean-Marc Beausoleil a vraiment fait un travail d'enquête important, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'interviews avec des gens du milieu, il a rencontré énormément de gens, il a également assisté à des tournages, il a participé, enfin, il a plutôt assisté à des événements importants dans la communauté pornographique montréalaise. Donc, ce livre-là, c'est vraiment le résultat de tout ce travail d'enquête-là. Jean-Marc Beausoleil va beaucoup donner la parole aux artisans de ce milieu-là dans son livre. Donc, on va rencontrer autant des acteurs et des actrices, certains qui ont une carrière internationale, d'autres qui ont des carrières plus locales. Mais on va également rencontrer des producteurs, des productrices, des réalisateurs, des réalisatrices. On va rencontrer aussi un caméraman, des monteurs, une maquilleuse et beaucoup d'autres mondes. Donc, dans son livre, Jean-Marc Beausoleil va bien sûr donner la parole à ces gens-là. Donc, ça va vraiment faire une galerie de portraits, mais il va également décrire qu'est-ce que c'est la pornographie au Québec, quelle place occupe Montréal sur la scène internationale. On ne le sait pas tous, mais Montréal est vraiment important au niveau international. C'est un peu le cerveau de la pornographie. Donc, on découvre tout ça dans son livre. Le livre va paraître le 25 août et fait environ 200 pages. Le troisième livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Faire école de Capucine Esther Beauchemin. Donc, Capucine Esther Beauchemin, c'est un nom de plume, le nom de plume d'une enseignante qui a travaillé à Montréal pendant une dizaine d'années et qui, il y a quelques années, a fait un burn-out et une dépression. Durant son burn-out et cette dépression-là, elle a rencontré une psychologue et elle s'est rendue compte que sa psychologue la tenait beaucoup responsable de son état. En fait, selon la psychologue, c'était de la faute de Capucine Esther Beauchemin. L'autrice aurait dû mieux s'adapter à son milieu, développer davantage de stratégies pour s'adapter à ce milieu-là, elle aurait dû apprendre à respirer, etc. Capucine Esther Beauchemin a beaucoup réfléchi à tout ça et s'est rendu compte que le discours thérapeutique effaçait beaucoup les déterminants sociaux.
Donc, elle s'est rendue compte que c'était pas nécessairement sa faute, c'était pas de sa faute si elle n'était pas capable de s'adapter à ce quotidien-là, quotidien qu'elle va vraiment décrire beaucoup dans ce livre-là. C'est pourquoi, en fait, d'ailleurs, elle utilise un pseudonyme parce qu'elle risquerait de perdre son emploi si son employeur savait que c'était elle. En fait, ce qu'elle va faire dans ce livre-là, Capucine Esther Beauchemin, on peut le diviser en deux parties encore une fois. Donc, une partie qui va vraiment attaquer la gestion néolibérale qui s'est insinuée dans les écoles, mais également le discours néolibéral qui s'est insinué dans les approches thérapeutiques. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est dénoncer ce qui se passe dans nos écoles, mais aussi, elle veut redonner le potentiel révolutionnaire de la dépression. Donc, Faire école va être en librairie le 18 septembre. J'enchaîne avec le dernier livre qui va paraître chez Somme Toute, qui est L'aventure du caca, égout et gestion des eaux de Scott McKay. Donc, première chose qu'il faut savoir sur ce livre-là, c'est que ce livre-là s'inscrit dans une nouvelle collection chez Somme Toute, la collection L'Aventure. Cette collection-là va être dirigée par Robert Blondin. Donc, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais Robert Blondin a animé durant une trentaine d'années une émission à Radio-Canada qui se nommait également L'Aventure. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette émission-là? C'est qu'il rencontrait des experts et il discutait avec eux de sujets particuliers. Donc, par exemple, ça pouvait être les vilains dans les bandes dessinées, ça pouvait être Versailles, ça pouvait être la protection des marais. Donc, c'était vraiment toutes sortes de sujets. Donc, le but, c'était vraiment d'aborder un sujet le plus largement, mais également le plus précisément possible. Scott McKay, vous le connaissez peut-être parce que c'est un politicien. Il a notamment été chef du Parti vert du Québec, mais c'est surtout un spécialiste du traitement des eaux, de la gestion des eaux et de l'environnement. Maintenant, L'aventure du caca, comme son nom l'indique, c'est vraiment un livre qui va s'intéresser aux excréments humains, mais plus précisément aux implications économiques, sanitaires, environnementales que la gestion de cette matière-là entraîne. Donc, on va vraiment faire le chemin que parcourent ces excréments-là depuis le corps humain jusqu'aux stations d'épuration, c'est bien ça. Et Scott McKay va vraiment s'intéresser à tous les enjeux qui peuvent arriver durant ce transport-là, donc la propagation de maladies contagieuses, les déversements dans les cours d'eau et les blocages dans les égouts. L'aventure du caca va être en librairie le 22 septembre. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse maintenant regarder la petite vidéo qui va vous présenter XPQ. Merci. XPQ. Traversée du cinéma expérimental québécois. Sous la direction de Ralph Elawani et Guillaume Lafleur. Avec un accent radio-canadien. XPQ est un livre. Il aurait bien pu être un film, une chanson, un poème, de la laine minérale, un frigo ou encore une armée indépendante. Premier ouvrage du genre au Québec, il est le fruit d'une mise en commun de savoirs généralement réservés aux heures de petite écoute, aux lofts mal éclairés et aux hauts lieux de fétichisme pelliculaire. XPQ couvre plus de 75 années de cinéma exploratoire et quadrille les marges de l'image en mouvement. À la manière d'un ralenti au hockey, voici ce que vous avez peut-être manqué. La naissance du cinéma d'animation, le passage de Maya Deren à Montréal, un film célébré par Antonioni, Pauline Kael et Claude Gauvreau, mais hué par 1000 personnes. La semaine du film underground de Trois-Rivières, l'art vidéo et le cinéma de pauvres, les chuchotements de l'axe Z selon Louise Bourque, les pensées de Pierre Hébert, le collectif Double Négatif, les environnements, la diffusion du documentaire expérimental et plus encore. Une image nous est venue en tête en envisageant ces générations de prospecteurs et de prospectrices de fulgurance qui ont donné naissance à un cinéma dont le grand récit québécois de l'image en mouvement a trop longtemps fait l'économie, celle d'un régiment indocile. Et ce n'était justement qu'avec un autre régiment indocile que nous pouvions aller à la rescousse de celui-ci. Dorian Bio,
Charles-André Coder, Marco de Blois, Anit de Carvalho, Éric Filion, Monica Kin-Gagnon, André Habib, Marcel Jean, Alice Michaud-Lapointe, Fabrice Montal, Nour Ouaïda. XPQ est donc un livre collectif. Il traverse à grand renfort d'essais, d'entretiens, de photographies, de manifestes et de témoignages plus de 3/4 de siècle d'avant-garde québécoise. Il s'agit d'un ouvrage imaginé comme une traversée. En d'autres mots, à des années-lumière d'une histoire exhaustive ou d'un cours magistral. Par sa forme, par ses collages signés par l'artiste Marie-Douce Saint-Jacques et par son graphisme sophistiqué, XPQ répond en quelque sorte à l'esthétique de son sujet. Pour le dire autrement, c'est un Christ de beau livre. XPQ marque accessoirement le coup d'envoi de la collection Nitrate, dirigée par Ralph Elawani, laquelle publiera des essais sur le cinéma. Fin des communications. Bonjour, je m'appelle Adèle et je suis l'une des seules personnes à qui on peut dire « Hey, c'est les éditions de ta mère! » Puisque mon camp de jour est fermé à cause de la pandémie, mes parents m'ont gentiment offert de les aider pour le travail. Donc, puisque je suis plus attachante que Maxime Raymond, c'est moi qui vais vous présenter les livres de l'automne. Le premier livre qu'on va publier, c'est une pièce de théâtre de Guillaume Tremblay et Olivier Morin qui s'appelle « Le clown est triste ». Laissez Olivier Morin vous parler du livre en direct de son balcon estival. Bonjour les libraires, ici Olivier Morin du Théâtre du Futur, live à Cancun, comme vous pouvez voir. Guillaume Tremblay n'est pas avec moi, il est quant à lui à Reykjavik, dans une retraite d'écriture monastique. Tout ça bien sûr payé avec nos droits d'auteur des éditions de ta mère. Parce qu'avec les éditions de ta mère, on a fait paraître Le Père Raphaël, l'opéra rock, Poète, L'assassinat du président, Épopée Nord et Le sulfureux, les secrets de la vérité. Très pertinent en ce moment, c'est très conspirationniste, toutes les réponses sont là-dedans. Pensez-y, les secrets de la vérité. Et là, très bientôt, on va faire paraître avec les éditions de ta mère, Le clown est triste. Ça passe, comme ça va de soi, dans le futur, en 2045, tous les baby boomers ont été envoyés sur la Lune pour crime contre l'humanité, tous, sauf un. Et oui, Robert Douillette est toujours en vie, ou un clone peut-être, en tout cas, le Club des Marquis, un espèce de petit club de détectives privés avec beaucoup de temps libre, font la lumière sur ce qui semble être peut-être le dernier baby boomer. Alors, qui veut la peau de Robert Douillette? Point d'interrogation. C'est ce que vous saurez en lisant Le clown est triste aux éditions de ta mère, apparaître très bientôt. Le clown est triste, ou, sous son petit nom, J'ai un boomer qui ne veut pas mourir, sera en librairie le 1er septembre. Aux éditions de ma mère, on a publié plein de genres de livres. Mais là, c'est la première fois qu'on publie une visite guidée poétique avec Verdelande de Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe. Bonjour tout le monde, ici Baron Marc-André Lévesque. Et ici Timothée William Lapointe à l'appareil. Nous sommes ici présents pour vous présenter notre livre Verdelande. Je vais d'abord laisser la parole à mon collègue Baron Marc-André Lévesque qui vous expliquera plus en détail la chose. Donc voilà, Verdelande est un recueil de poésie qui va être publié aux éditions de ta mère à l'automne qui s'en vient, donc l'automne 2020, si tout se passe bien. C'est un livre qu'on a écrit à deux, alors qu'on habitait tous les deux à Verdun. Pour faire simple, Verdelande, c'est une visite guidée poétique dans un lieu imaginaire. Tout le long, on suit deux narrateurs, c'est-à-dire des guides, là, moi et Timothée, qui présentent le Verdun secret, leur Verdun rêvé, une sorte de Disneyland pour les cœurs brisés, peuplé de géants, d'armoires volantes, de parcs qui marchent, de clowns qui font de la skate. Il y a un musée des blessures, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce recueil-là. Mais c'est vraiment une visite guidée d'un monde imaginaire, en fait, si on veut vraiment faire ça simple. Puis pour les gens qui aiment ça compliqué, Verdelande, c'est une ode à l'imagination puis aux utopies.
au berlu de l'enfance, une exhortation à choisir non pas ce qui est, mais ce qui n'est pas, ou moins pas encore. C'est les rêves qu'on met dans solitaire et qu'on laisse parfois au passage d'une rue ou d'une vitrine sortir de notre tête pour éclabousser ce qui nous entoure. Puis pour les gens qui aiment ça très compliqué, c'est pas pour vous. Laissez Verdelaine sur les étagères et faites-vous plaisir. Allez lire Hegel ou Mallarmé, puis laissez notre livre tranquille. Donc, merci. Et sur ce, Exactement. on vous souhaite le bonsoir. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est un des seuls de la maison d'édition qui n'est pas plein de sexe, alors je vais pouvoir le lire en librairie le 22 septembre. Après avoir publié chez nous le livre de l'utilité de l'ennui, Andrew Forbes et le traducteur William S. Messier reviennent avec un recueil de nouvelles intitulé Terre et forêt. Mon nom est Andrew Forbes. Je vis à Peterborough, en Ontario, et je suis natif d'Ottawa. Mon dernier livre, dont voici, vous l'aurez deviné, la version anglaise, s'appelle Terre et forêt. C'est un recueil de 12 nouvelles qui traitent de paysages. Des paysages naturels tout autant que des paysages émotionnels. Ce sont des histoires à propos de femmes et d'hommes qui vivent, qui aiment, qui travaillent dans la nature, dans des endroits comme le parc Algonquin, le lac Témiscamingue, estuaire du Saint-Laurent, le Saguenay, ainsi que dans des endroits comme ici, le Big Bald Lake, juste au nord de Buckhorn, en Ontario, pas trop loin de Peterborough. C'est d'ailleurs ici que plusieurs histoires du livre ont été écrites. Je suis très fier de ce livre et je suis excité à l'idée que le livre soit disponible pour les lecteurs francophones. Je suis très heureux de travailler à nouveau avec les éditions de Ta Mère et le traducteur William Messier qui avait co-traduit mon livre sur le baseball de l'utilité de l'ennui. Ils avaient fait un super travail sur ce bouquin. Je suis emballé de travailler avec eux à nouveau. J'espère que vous aimerez le livre et que vous apprécierez le faire découvrir aux lecteurs. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you, Andrew. The book will be in library October 15. Finalement, le dernier livre qu'on va publier, c'est un essai de Megan Bédard et ça s'appelle Xénomorphe. Ça parle de la série de films Alien que je n'ai jamais vu parce que c'est beaucoup trop effrayant. Ici Megan Bédard pour vous présenter mon essai Xénomorphe, Alien et les mutations d'une franchise qui paraîtra cet automne aux éditions de Ta Mère. L'an dernier, c'était le 40e anniversaire de la sortie en salle du fameux film Alien de Ridley Scott. 40 ans plus tard, on peut se demander qu'est-ce qui reste à dire sur le film qui a contaminé notre imaginaire collectif sous la forme d'extraterrestres comme ceux-ci ou ceux-ci. On oublie souvent que les films ne sont que la pointe de l'iceberg. Sous la surface existe un univers détaillé composé de bandes dessinées, de jeux vidéo, de romans ainsi que de très très nombreux produits dérivés. Une franchise qui, comme les xénomorphes d'Alien, a dû s'adapter et se transformer pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que vous pourrez lire dans mon essai, c'est le résultat de 6 ans de recherche et de réflexion sur cette franchise, mais avant tout, là aussi, le récit de mes voyages dans cet univers de fiction. Xénomorphe, c'est donc un peu comme un guide de voyage pour l'exploration des franchises contemporaines et une étude sur la manière dont cette plongée dans la fiction nous transforme. Bonne lecture. Xénomorphe arrive en librairie en novembre. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous remercie de votre attention et pour tout le travail que vous faites pour la littérature d'ici. À bientôt. Bon, est-ce que je peux jouer à Mario Kart là? Librairie. Librairie. Pas librairie, livret. Livret. Livret, comme un livre. Comme un livret, mais livret. Livret. En librairie. Livret. Livret. Livret.